l'émission Parlement du monde. Retrouvez Dieudonné pour la soirée du Parlement du monde. Bien chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur les plateaux de la télévision Réseau DA dans l'émission Parlement du monde. Aujourd'hui, une fois de plus, nous nous arrêtons en RDC. La RDC est résolument engagée dans une zone de forte turbulence. Le décor est planté, tout se met en place pour une implosion imminente. Le chef de l'État affiche une attitude autiste. Il reste indifférent à tous les cris des Congolais désemparés. Il refuse de choisir et d'annoncer clairement sa non-candidature et le respect des délais constitutionnels lui impartis. La majorité présidentielle, sourde et entêtée, se pavane avec arrogance et multiplie les actes de suffisance, bravant tout jusqu'à enterrer carrément la Constitution à défaut de la modifier. Les dés sont déjà pipés, le jeu est confortablement piégé, il ne reste plus qu'à attendre. Les partis d'opposition, quant à eux, toujours divisés, ils travaillent continuellement à l'élargissement des fossés qui les éloignent les uns des autres. Chacun campe sur ses positions et ses stratégies. L'opposition est disloquée et se présente ainsi devant la coalition au pouvoir qui s'en délecte. C'est le temps d'inconscience et d'irresponsabilité. Personne ne veut réaliser les conséquences de ces actes pour le pays. Le peuple congolais, du moins les soi-disant politisés d'entre eux, alimentent ces divisions politiciennes et nous installent dangereusement dans un temps triste d'auto-exhibition et fanfaronnade, de méfiance euphorique, de suspicion et d'accusation des uns et des autres. Oui, tout le monde est accusé de quelque chose. À qui faire confiance? Et nous, les petits peuples en quête de secours, nous regardons, médusés, toutes ces gesticulations et cette classe politique ignorante de ce qui fait l'excellence de la politique. Accrochés au pouvoir ou voulant y arriver à n'importe quel prix, ils ne se rendent pas compte que nous sommes en train de mourir. D'une certaine manière, chacun semble dire que tout s'écroule et je ramasserai ma part. Ou encore, Tolembi, Bouteka Mbokango, Toka Bolambongo. Ou encore dans mon patois, Bichikila Tuboya. Bonjour, Monsieur le Président Damien Kalura. Bonjour, Dieudonné. Je suis content de te retrouver sur ce plateau. Merci, c'est une joie encore partagée, un honneur de revenir sur votre plateau pour parler de ce pays qui nous est cher. Comment tu traduirais l'expression que je viens de donner là? Laquelle? En Swahili. Laquelle? Celle que je viens de dire, que tout se croule et je ramasserai ma part. Merci bien. Voilà. Alors je vous donne la parole pour nous dire votre sentiment sur la situation, sur les actualités aujourd'hui en RDC, sur la situation que nous traversons aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites? Comment vous la lisez? Quelle est votre lecture aujourd'hui? Écoutez, la crise dans notre pays qui dure bientôt 2 décennies, la crise meurtrière, je vais dire, sans parler de la crise de gouvernance politique et économique qui, elle, dure déjà 55 ans, celle dont il est question aujourd'hui, cette crise meurtrière, elle a une identité. L'identité de cette crise, il ne faut pas la chercher très loin, porte le nom d'un homme, Joseph Kabila, qui entretient
le chaos, et qui sponsorise le chaos, et qui ne veut pas avoir un amour envers le pays qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui, même s'il n'a pas mérité la place qu'il occupe, ni de près ni de loin. Mais quand même, s'il peut aujourd'hui être un homme véhiculé, c'est grâce à la République démocratique du Congo. S'il peut avoir une cravate, une chemise, c'est grâce à la République démocratique du Congo. Eh bien, Joseph Kabila est comme cet enfant maudit qui est en train de mordre les seins de la maman qui veut le faire grandir. Donc voilà, il ne faut pas chercher de gauche à droite. Vous l'avez bien souligné dans votre mot introductif. Eh bien, le chaos, il est là. La coalition des Congolais pour la transition que je représente, ça fait plus de 2 années qu'elle est en train de la dire, qu'elle a proposé des solutions pour en sortir. En face, Joseph Kabila, avec quelques individus égarés, sont en train tout simplement d'aiguiser la crise, d'enfoncer le pays de plus en plus dans le meurtre, dans le désespoir. Et aujourd'hui, donc, notre population vit chaque jour comme le dernier. Nous n'en dirons jamais assez. Vous aviez parlé de la Constitution qui est enterrée par celui-là même, je le disais ici sur votre plateau. Chaque fois qu'un homme crache sur la signature que lui-même a posée, il faut toujours vous poser des questions réelles sur le fonctionnement mental de cet homme. Aujourd'hui, tous les Congolais, tous les acteurs politiques, dont moi-même en tête, sont en droit de se poser des questions si, comme le disaient certaines presses, si M. Kabila n'est vraiment pas atteint par un problème psychique. Voilà, permettez-moi ce terme. En 14 ans de gestion, voyant que le pays est en train de chavirer, il se maintient quand même, il ne respecte aucune règle. Vous savez, dans chaque pays, la Constitution, c'est le carnet des bords, c'est le tableau des bords de toutes les républiques. Et tout chauffeur qui ne tient pas compte de son tableau de bord, il va tout de suite dans le ravin. Et c'est ça, donc, l'individu Joseph Kabila. Tout peut se dire. Les élections de 2006, vous savez, elles ont non seulement été meurtrières, mais aussi elles ont été frauduleuses. En 2011, même chose. D'ailleurs, il semble que Tshisekedi, qui était le vainqueur de l'élection de 2011, aux dernières nouvelles, a finalement renoncé à sa victoire. Mais Kabila n'a jamais gagné la moindre élection au Congo. Mais il est là. Donc nous sommes en face d'un complot interinstitutionnel. Au Congo, il n'y a plus d'institutions légales, il n'y a plus d'institutions légitimes. Il n'y en a plus. Le semblant institutionnel qui existait chez nous est totalement périmé. Tenez, depuis 2011, le Sénat, en principe, devait plier bagage. Ils ont même reçu les indemnités de sortie qu'ils ont mises en poche. Oui, ils avaient reçu leur prime de sortie, puisque leur mandat était fini depuis 2011. Mais ils sont toujours là dans un banditisme politique. Les gouverneurs des provinces, les gouvernements provinciaux, les assemblées provinciales, eux aussi, depuis 2011, ne jouissent d'aucune légitimité, ne jouissent d'aucune légalité. Bref, la République pour laquelle la CCT se bat nuit et jour pour apporter une solution durable, eh bien, notre République, la RDC, elle est dans la situation la plus tragique de son histoire, depuis l'indépendance. Voilà ce que nous sommes en train de déplorer. Et nous sommes sidérés par cet état de choses, mais nous n'allons pas nous avouer vaincus, nous n'allons pas nous résigner. Est-il que seul le combat libère? C'est la devise de la coalition des Congolais pour la transition. Depuis un moment, depuis 2013 pratiquement, depuis septembre 2013, M. Kabila a tenté de spolier, de pirater la démarche de la coalition des Congolais pour la transition en organisant ce qu'il appelait
concertation nationale qui, heureusement, pour le peuple congolais dans la large majorité, ça a été un fiasco total. Le gouvernement de cohésion nationale qui en était issu, il est aujourd'hui caduc. C'est juste un gouvernement des voleurs qui ne sont là que pour piller et appauvrir davantage les Congolais. Voilà où nous en sommes. Effectivement. Quelle lecture, je pense que vous l'avez presque tout dit, mais enfin, je m'aimerais pointer un peu quelques événements comme l'explosion de la CENI avec ses démissions en cascade, Au fait, la désignation des commissaires spéciaux dans les provinces. Mais vous savez, quand je dis que M. Kabila a un problème de fonctionnement mental, je ne me trompe pas. C'est parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, non, je pense que ça ne doit pas faire rire. Ça peut faire pleurer des rires. Effectivement, oui. Nous pouvons pleurer des rires, mais nous sommes sérieux. Depuis que M. Kabila est arrivé au pouvoir, il a mis en place une série d'institutions bidons, fabriquées, qui ne répondent qu'à son ordre. La CENI n'est CENI que du nom. Depuis 2001, Malou Malou, c'est son conseiller officieux. Et c'est lui qui l'a placé à la tête de la CENI. Ce dont on vient de dire que c'est le nouveau patron de la CENI, je ne dis pas Ngoï Moulunda, qui était aussi son conseiller spirituel, et jusqu'à présent il reste l'un de ses conseillers. D'ailleurs, il a fait un parti qui est maintenant affilié à la majorité présidentielle. Donc la CENI n'a jamais été neutre. Bref, ce sont des instruments fantaisistes et artificiels fabriqués par M. Kabila lui-même et que lui-même peut déplacer à tout moment. Il peut les bouger, il peut les déplacer à tout moment. Donc bref, le processus démocratique dans notre pays a tout simplement échoué. Raison pour laquelle la coalition des Congolais pour la transition s'est mise en place pour restaurer l'État, restaurer la démocratie dont a soif, grandement soif, les Congolais. Et finalement, amener des Congolais à des consultations électorales incontestables, sans violence, de façon pacifique. C'est ça la mission que la CCT se donne. Il n'y a pas de démocratie au Congo. Il y a une façade. Effectivement, aujourd'hui, le calendrier électoral qui avait été proposé, nous sommes à moins d'un an des élections qui devaient avoir lieu le 25 n'ont pas eu lieu. J'ai eu beaucoup, je ne vous interromps pas, honorable Dieudonné. Non, vas-y. J'ai eu beaucoup d'amis politiques qui sont au pays et qui sont ici à l'extérieur. Je leur avais demandé de ne pas dépenser leur argent. La centrale de renseignement de la coalition des Congolais pour la transition avait déjà eu accès à une documentation détaillée et fournie sur les scénarios que M. Kabila comptait mettre en place pour tromper les Congolais, puisque son chiffon, qu'il appelle Constitution, limitait à 2 le nombre de mandats. Et qu'au mois de janvier de l'année en cours, eh bien, il voulait encore changer ce chiffon, mais les Congolais fatigués, exaspérés par ce chaos organisé, ce chaos institutionnel, avaient dit, écoutez, si vous voulez nous tuer, tuez-nous. Et Kabila avait reculé. Maintenant, aujourd'hui, comme vous l'aviez dit, il a enterré son chiffon, il n'en tient même plus compte. Ouais. Vous avez vu qu'il a nommé une cour constitutionnelle qui ne respecte même pas la Constitution, qui ne traite d'aucun dossier constitutionnel. Voilà le problème qui est en face. Aujourd'hui, on parle d'un dialogue, on parle des élections, on parle d'aller aux élections de façon apaisée. Mais il n'y a aucune élection. Nous sommes en face d'une dictature, d'un chef des guerres, entouré des milices, des miliciens, qui n'ont que pour rôle de mater tout acteur civil qui ose dire le contraire. C'est là où est la situation d'aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, la coalition des Congolais pour la transition prévenait tous les acteurs politiques du Congo. J'ai eu l'occasion d'intervenir dans une grande radio très suivie à Kinshasa, pour ne pas faire leur apologie sur votre plateau, la radio Top Congo. Je suis passé et j'avais invité tous les acteurs politiques initiés à ne pas tomber dans le piège manipulateur
de M. Kabila, de ne pas oser croire à l'élection qui n'aura jamais lieu sous Kabila, de ne pas espérer un dialogue sincère avec Joseph Kabila. Quelques semaines plus tard, tout le monde donne raison à la coalition des Congolais pour la transition. L'objectif de la coalition, c'est quoi? C'est de rassembler des responsables politiques initiés, avertis. Mais, Président, si vous parlez de rassemblement, justement, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Donc, vous parlez de rassembler l'opposition pour faire face à la coalition qui est au pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour ça la coalition des Congolais pour la transition, quand nous sommes passés sur les antennes de la Voix de l'Amérique, nous avions bien dit clairement que aujourd'hui, la solution au problème doit être congolaise. Elle doit à 90% impliquer les Congolais, les bons acteurs. Et comme au Congo, il n'y a pas de majorité présidentielle, je l'ai dit, il y a un individu avec quelques conseillers et quelques ministres voleurs, mais qui ne reflète vraiment pas la volonté des 90% des Congolais. Donc il y a Joseph Kabila avec quelques miliciens qu'il appelle abusivement armés, ceux qui s'accrochent sans légitimité. Mais la majorité des Congolais, que ce soit la société civile congolaise, la vraie, que ce soit l'opposition congolaise, la vraie, sont tous hostiles à cette gestion meurtrière et calamiteuse qui dure déjà 14 ans de Joseph Kabila, avec 10 millions de morts, avec les femmes qu'on viole tous les jours, avec des propositions qui n'ont jamais apporté de solutions, avec des rencontres qui n'ont été que des simulacres. Voyez? Et là, devant cette situation, les dirigeants de la CCT, dont moi-même, nous sommes dit, eh bien, ne pas rapidement agir, c'est se rendre complice de ce mal. C'est ce qui se passe, oui. Et c'est pour ça que la CCT a vu le jour, avec des personnalités inestimables, bien formées. On a dit, il faut qu'on sauve le pays. Si on ne sauve pas le pays, ce sont nos enfants qui seront sacrifiés. Et voilà la démarche. C'est ça. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ok. Et aujourd'hui, quand on regarde l'état de l'opposition, personnellement, ça me fait peur. Parce que c'est l'opposition qui doit nous mener à la victoire face à ce régime, mais l'opposition est tellement disloquée, tellement divisée, qu'on se demande, est-ce qu'on va y arriver? Alors lorsque vous parlez rassemblement, je saute sur les mots en me disant, mais qu'est-ce que vous pensez du rassemblement de l'opposition dans sa grande... de toute l'opposition, pour pouvoir faire face? Comment pensez-vous que cela peut se faire? Honorable Dieudonné, je vais vous dire qu'au Congo, il y a 3 types d'opposition. Il y a 3 types d'opposition. Il y a l'opposition opportuniste, qui n'a aucun idéal, aucun souci pour le Congo et pour les Congolais. Ça, c'est la première opposition. Il y a une deuxième opposition, l'opposition d'accompagnement, qui est une opposition des façades. Une opposition qui est opposition la journée, mais les soirs, tous émargent dans le bureau de M. Kabila pour recevoir de l'argent. C'est ce qu'ils appellent parfois opposition parlementaire. Il y a aussi la vraie opposition que notre gouvernement en devenir est en train d'accompagner et avec laquelle nous voulons effectivement travailler pour sauver ce pays, puisque c'est celle-là la vraie opposition qui est majoritaire. Cette opposition qui est aux côtés de ce peuple qui croupit dans une misère innommable. Donc, il serait franchement mal indiqué de penser que tous ceux qui déclarent opposants sont opposants. Ils ne sont pas opposants. Nos services de sécurité au sein de notre centrale de la CCT, nous les avons tous identifiés. Donc, il y en a, ça je vous ai donné les 3 catégories. Et c'est ça la vérité. Donc, c'est avec la vraie opposition, justement, que la CCT entend travailler pour amener la République démocratique du Congo à la réussite. D'abord, de la... Comment je vais dire? Il faut que nous arrivions ensemble à mettre de côté M. Kabila, à le démettre par tous les moyens, à restaurer la Constitution qu'il vient d'enterrer, à restaurer la République, notamment en passant par de vraies élections qui seront précédées par les États généraux de la République qui donneront naissance à un Parlement constituant,
un parlement spécial qui aura pour mission de légiférer pendant toute la transition pour conduire le Congo à des élections incontestées et incontestables qui seront acceptées par tout le monde, que ce soit la classe politique locale, que ce soit la communauté internationale. C'est ça la démarche dans laquelle s'érige aujourd'hui la CCT, avec les vraies filles et les vrais fils du Congo qui réellement travaillent pour l'avenir de leur pays. Ceci dit, j'appelle une fois encore de plus tous les Congolais, tous les vrais opposants, à ne pas se laisser leurrer par les mensonges de M. Kabila. J'en profite également pour demander aux doyens en âge de l'opposition congolaise, aux doyens en parcours de la classe politique congolaise, le docteur Étienne Tshisekedi, juriste de son État, chef d'un grand parti, ancien Premier ministre, même si son parti est en difficulté, mais nous espérons qu'il aura la sagesse pour réunifier son parti qui est en plein morceau en ce moment. Et je l'appelle personnellement, puisqu'il me semble, selon les informations que nous avons, il me semble que Joseph Kabila est en train de vouloir le tromper et il est en voie de tomber dans ce piège-là. Et ça serait pour lui la plus grande faute de son histoire politique s'il se fait tromper par un homme qui n'a jamais été à l'école. Il a fait la politique avant Joseph Kabila et Tshisekedi, ça sera une honte nationale que lui, un vieux routier politique, se fasse tromper par un novice politique. Permettez-moi le terme, qui est Joseph Kabila, entouré par quelques individus de la mauvaise époque. Et j'ose espérer que Tshisekedi n'ira pas à Kinshasa. J'ose espérer que M. Tshisekedi ne va pas décevoir les Congolais. J'ose espérer que M. Tshisekedi ne va pas choisir le mauvais côté de l'histoire de postérité. C'est ce que j'espère. Il faut qu'absolument le président de l'UDPS, qui fut le président élu de la République démocratique du Congo et qui, aux dernières nouvelles, a finalement renoncé à son impérium, il a renoncé à sa victoire. Nous espérons qu'il va finalement choisir les bons côtés des vrais acteurs qui militent pour le changement. Laissez-moi terminer. Vous en prie. Il a eu la majorité des voix des Congolaises et des Congolais en 2011. Il a généré la plupart des acteurs politiques de la République démocratique du Congo. Pour ce respect, nous lui disons mieux vaut la fin d'une chose que son début. Et nous espérons qu'il ne va pas cracher sur son parcours prestigieux en se laissant tromper par un homme qui est désavoué par 90% des Congolais, par un homme qui n'a plus rien à proposer, par un homme dont le discours est totalement usé et par un homme qui n'a aucune valeur républicaine, aucune valeur constitutionnelle, aucune valeur étatique. J'ai cité Joseph Kabila qui ne doit pas tromper le président Étienne Tshisekedi en les rembrouillant dans une histoire qui n'aura jamais lieu, qu'ils appellent dialogue, qui n'est qu'une pure distraction. Si j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de dirigeants de l'UDPS, ici à Bruxelles, nous avons plusieurs fois échangé. C'est des dirigeants pour qui j'ai beaucoup de respect. Je ne reproche pas quelque chose à leurs compétences politiques, mais je pense qu'ils sont humains. Ils peuvent se tromper. Ils doivent rapidement se ressaisir. Ils doivent se ressaisir pour ne pas jeter dans le fleuve la carrière politique du président Tshisekedi. Le président Tshisekedi, s'il veut, il tient à trouver la solution au problème du Congo, s'il tient à apporter sa pierre à l'édifice en tant que sage, en tant que doyen de la classe politique congolaise, il devrait incessamment, tout à fait cessante,
procéder rapidement à la nomination d'un informateur qui va se charger exclusivement de prendre langue avec tous les dirigeants de la vraie opposition congolaise. La CCT ne refusera pas de venir à ces consultations. Les filles et les fils du Congo qui sont réellement acquis au changement, qui ne veulent pas voir disparaître la République démocratique du Congo, ne vont pas fermer les oreilles à l'appel du président Tshisekedi. Ces consultations qu'il doit, s'il veut apporter sa contribution justement au combat que nous menons, l'apporter de façon positive en tant que sage, qu'il procède tout à fait cessante aux consultations de tous les dirigeants de la vraie opposition. Et on va discuter, regarder quelle stratégie commune nous pouvons mettre en place ensemble pour sauver la République démocratique du Congo. Faire le contraire, ça sera tout simplement cracher sur les 33 années de combats laborieux qu'a mené dans la politique congolaise le président Tshisekedi. Et pire, exposer le pays lui-même. Au chaos, justement, le chaos, lui, il est déjà imprévisible. Le chaos, les Congolais vivent déjà dans un chaos, mais le pire peut venir. Puisqu'aujourd'hui, toutes les 60 minutes, on viole une femme au Congo. Tous les jours, on égorge un enfant au Congo. Plusieurs milliers de Congolais sont réfugiés dans leur propre pays. Plusieurs Congolais sont sans domicile fixe dans leur propre pays. 90% des Congolais ne mangent pas à leur faim. 90% des jeunes Congolais, les étudiants congolais, les universités du Congo sous Joseph Kabila sont devenus les industries de fabrication de chômeurs. C'est une situation pathétique, dramatique, qui doit vraiment nous interpeller nous tous. Au premier rang, M. Tshisekedi, que je demande de ne pas se laisser tromper par Joseph Kabila. Nous devons ensemble travailler pour trouver une autre solution, pas cette distraction du dialogue qui n'aura déjà jamais lieu. À moins que ce soit un monologue. Je n'exclus pas le monologue. Voilà. Kabila, c'est un champion. Il peut faire un monologue. Il en a l'habitude. En cooptant la fausse opposition, je vous ai donné les 3 catégories. Les opposants d'accompagnement peuvent toujours aller accréditer la mascarade. Ok, j'essaie de gérer le temps maintenant. On n'a plus que quelques minutes et j'aimerais quand même avoir votre avis sur l'immigration que nous vivons ici en Europe et surtout un commentaire sur la proposition à Malte, la rencontre Afrique-Union européenne, où l'Europe propose 1,8 milliard d'euros aux Africains pour pouvoir maintenir la migration. Quel commentaire vous feriez de cet événement? C'est un sujet qui m'est trop cher, le sujet de la politique d'immigration. Parce que j'ai moi-même étudié les relations internationales et ses corollaires. Je pense que si l'Union européenne, sans pour autant utiliser un terme diplomatique, je vais tout de suite être agressif dans ma réaction et que c'est une insulte. Près de 2 milliards d'euros pour aider pauvre Afrique, c'est une insulte. Voilà, c'est une insulte. Et je pense que ceux qui ont siégé à cette rencontre, ils sont cyniques. Voilà. L'Afrique qui aura bientôt plus d'1 milliard d'habitants n'a pas besoin d'$1 pour chaque habitant pour sortir de sa misère. Exact. Voilà. Et ça, ce n'est même pas le budget d'un petit pays africain. Donc, je pense que nos amis européens, parfois, quand ils lancent les choses dans les médias, ils doivent réfléchir 2 fois quand ils font des propositions. Je ne connais pas une ville, une capitale européenne qui a un budget de milliards par année. Je n'en connais pas. J'espère que nous aurons l'oreille. Moi, je suis clair. Je l'ai dit à l'Union européenne, nous sommes clairs. Nous devons arriver à reconsidérer les anciens accords de coopération
entre l'Afrique et l'Europe, en tenant compte de la croissance démographique de l'Afrique, en tenant compte des besoins, en tenant également compte des aspects sécuritaires, la paix civile notamment, la paix économique, la paix sociale. C'est sur cette base d'ailleurs que la coalition des Congolais pour la transition entend négocier avec tous les partenaires de la RDC. C'est d'attaquer le mal à la racine et pas s'attaquer aux effets. On doit profondément s'attaquer aux causes. C'est ça ce que nous attendons faire avec l'Union européenne. D'accord. Une dernière question. Je vais peut-être sur ce même sujet mettre également en garde l'Union européenne, si c'est d'elle qu'il s'agit. Oui. Eh bien, on ne peut pas, d'un côté, promouvoir les dictatures, financer, armer les dictateurs, qui après pourchassent leur population, prennent toutes les dividendes issus du revenu national, cachent dans leur poche et viennent cacher dans les banques en Occident, d'un côté, et que les gens qui fuient cette misère, entretenus d'un côté par l'Europe, de l'autre par les dictateurs que l'Europe soutient en Afrique, et dire que voilà, on ne veut plus accueillir ces malheureux qui fuient la misère que l'Europe qui soutient les dictateurs entretient. Prenez le cas du Burundi. Le cas du Burundi. Est-ce que l'Europe se permettra de refuser l'asile aux réfugiés du Burundi? Qu'est-ce que l'Europe a fait pour empêcher le chaos qui est au Burundi? Que fait l'Europe aujourd'hui pour empêcher à M. Kabila de créer le chaos au Congo? Le Congo sont déjà 10 millions de Congolais à l'étranger. Le chaos qui est prévisible peut amener encore au moins 10 millions de Congolais hors de leurs frontières. Que va faire l'Europe? C'est pour ça que nous disons que l'Europe doit collaborer avec les forces acquises au changement, acquises aux valeurs démocratiques, acquises à la politique d'alternance pacifique que nous sommes. Un dirigeant qui prête serment, il respecte l'ordre constitutionnel, le mandat est terminé, il ne doit pas tirer sur sa population. Un dirigeant qui entretient la corruption, l'impunité, le détournement des fonds, il ne doit pas rester en fonction. Il doit être démis. Et l'Europe, qui a les moyens importants jusqu'à ce jour de faire face à de telles situations, doit effectivement accompagner les dirigeants démocrates. Nous avons vu au Sénégal, l'alternance s'est bien déroulée. Le président Macky Sall, pour qui j'ai vous beaucoup de respect, il dit, le deuxième mandat, il part. Il a même réduit la durée du mandat. Et c'est ça ce que moi j'ai demandé à l'Europe. Ce n'est pas nous boucher les oreilles avec les communiqués d'intention. Exact. Bon. Une toute dernière réaction sur les événements de Paris? Les événements de Paris. Autant je suis bouleversé, je suis choqué, et je suis scandalisé, sidéré par le terrorisme rampant qui secoue l'est du Congo, plus particulièrement le territoire de Béni et même les villes du Sud Kivu, où le docteur Denis Mukwege fait face à un terrorisme qui viole les femmes innocentes, qui tue des enfants. Autant je suis également très très touché, très ému. Je n'ai pas dormi aujourd'hui. Dès que j'ai appris que Paris était attaqué, nous avons procédé par l'émission d'un tweet pour dire notre soutien, notre solidarité avec la France. Ce peuple français innocent une fois de plus. Innocent. Il y a eu plusieurs dizaines de morts. Nous déplorons cela. Mais nous pensons par ailleurs que nous ne devons pas, politique, nous limiter à des simples condamnations. Nous devons travailler, c'est de mon domaine d'ailleurs, nous devons travailler pour identifier l'origine du mal. Le monde, depuis un certain moment, depuis la décennie 2000, le 11 septembre, le monde a cessé d'être sûr. Le monde n'assure plus. On n'est plus en sécurité nulle part. Ceci étant, nous devons identifier. Aujourd'hui, cette barbarie porte deux identités.
la première identité, elle est d'essence économique, sociale. La première identité tire son origine, je vais finir, dans la politique d'injustice sociale, d'injustice économique et d'injustice, je vais dire, politique. Ça, c'est le premier visage de ce qu'on appelle terrorisme abusivement. Je n'appelle pas ça terrorisme. La deuxième identité, c'est la guerre des civilisations et la guerre des religions. La guerre la plus difficile, c'est cette guerre culturelle, cette guerre d'identité, des cultures et des religions. C'est celle-là qui est difficile à vaincre. Et c'est effectivement celle-là qui envahit l'Europe, qui assaillit l'Europe. Donc, bref, il faut tout simplement essayer de rééquilibrer les choses, que chacun soit respecté dans ses convictions culturelles, dans ses convictions religieuses, qu'il n'y ait pas l'exportation de civilisation. Ça nous permettrait d'atténuer. L'Europe a accueilli plus d'un millier de personnes en moins d'une année, environ 1 million. Et je pense que rapidement, les amis qui gouvernent l'Europe doivent rapidement prendre le problème à bras le corps, en identifiant sa vraie origine. Et là, on va bien l'affronter. Trouver de bonnes solutions. Pour finir, il ne faut pas, quand je dis qu'il faut la guerre la plus difficile à vaincre, c'est la guerre culturelle et religieuse, justement parce que ces jeunes qui se font exploser, qui s'éclatent en morceaux de chair, comme chair à canon, c'est des jeunes qui sont fanatisés d'abord à une conviction, à une croyance. Après la fanatisation, ils sont ensuite radicalisés. Et quand ils sont radicalisés, ils se fondent dans la masse. Et ils deviennent incontrôlables. C'est pour ça que le problème doit être appréhendé de façon professionnelle, pas émotionnelle. D'accord. Bien identifier les causes pour trouver les bonnes solutions à tous ces problèmes qui secouent le monde, en fait. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président Emery Damien Kalura. J'aime bien prendre cet nom, ça fait c'est un peu chantant. Merci beaucoup et merci encore pour toutes ces bonnes choses que nous avons partagées. Nous espérons vous retrouver encore un de ces jours, Dieu le voulant, pour pouvoir partager encore sur beaucoup d'autres sujets. Moi, au nom de la coalition des Congolais pour la transition, au nom de tous nos militants qui se battent clandestinement au Congo, au nom de tous nos dirigeants ici, nous vous disons aussi merci et nous espérons revenir très prochainement dans vos studios. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous allons nous quitter par là en vous donnant rendez-vous à lundi prochain. Merci. Dans l'émission Parlement du monde, retrouvez Dieudonné pour la soirée du Parlement du monde.